montrer que dans ce cas-là, le PGCD, eh bien, c'est simplement P1 puissance M1, P2 puissance M2, PK puissance MK avec des petits m. Et le PPCM, c'est la même chose avec des grands m. Donc, il suffit de garder pour le PGCD la plus petite des puissances et pour le PPCM la plus grande des puissances. Alors, pourquoi? Alors, on va noter D, le PGCD de A et B, et delta, P1 puissance petit m1, P2 puissance petit m2, PK puissance petit mk. Donc, notre but, c'est de prouver que delta est égal à D, que ces deux nombres-là sont égaux. Alors, première remarque qu'on peut faire, par définition de petit ami, qu'est-ce que c'est? D'une part, c'est par définition la valuation périodique de delta. Là-dedans, tous les pays sont distincts. Donc, la puissance mi que j'ai ici, c'est exactement la valuation périodique de delta. Mais mi, par définition, c'est le minimum des deux nombres, valuation périodique de A, valuation périodique de B. Donc, par définition, mi, il est à la fois plus petit que valuation périodique de A et aussi que valuation périodique de B. Donc, la valuation périodique de delta, elle est plus petite que valuation périodique de A et que valuation périodique de B. Donc, par la propriété 27 qu'on vient de prouver, ça nous dit que delta, divise, là je fais une coquille, c'est delta ici. Delta divise A et delta divise B, puisque sa valuation périodique, elle est plus petite que celle de A et que celle de B. Donc j'ai que delta divise A et delta divise B. Or, si un nombre divise A et B, il divise le PGCD des deux. Donc delta divise D. Inversement, on va montrer que D divise delta. Pourquoi? Eh bien, si on sait par hypothèse que D divise A et D divise B, c'est la définition du PGCD, donc puisque D divise A et D divise B, alors la valuation périodique de D est plus petite que celle de A et que celle de B pour tout nombre pays, et donc elle est plus petite que MI, puisque MI c'est le plus petit de ces deux nombres-là. Donc par exemple, si ici j'ai 3 et si ici j'ai 5, eh ben, ça me dit bien que ce nombre-là est plus petit que 3. Donc il est bien plus petit que le plus petit des deux. Et donc je réutilise mon lemme 27, ma propriété 27, qui me dit que puisque la valuation périodique de D est plus petite que MI, qui n'est autre que la valuation périodique de delta, eh bien D divise delta. Donc j'ai delta qui divise D et D qui divise delta. Donc comme ces deux nombres sont positifs, ça prouve que D égale delta. Et j'ai bien prouvé ce que j'avais annoncé. Alors pour le PPCM, c'est exactement la même chose, sauf que les inégalités vont être dans l'autre sens. Donc j'appelle petit m le PPCM et petit mu le produit PI puissance grand M1, P1 puissance grand M1, P2 puissance grand M2, PK puissance grand MK. Alors, pour tout entier I entre 1 et K, la valuation périodique de mu, c'est MI. Et par définition, comme MI, c'est le plus grand des deux nombres V indice PI de A et V indice PI de B, cette valuation périodique, elle est à la fois plus grande que celle-là et que celle-là. Donc, comme elle est plus grande que les deux, ça veut dire que A et B divisent mu. Et donc, puisque A et B divisent mu, alors le PPCM divise mu aussi. Donc, M divise mu. Réciproquement, on sait que A et B divisent... On sait que A et B divisent M, oui c'est ça, puisque M c'est le PPCM. On sait que A et B divisent M, donc d'après la propriété 27, la valuation périodique de M est plus grande que celle de A et que celle de B pour tout nombre premier pays. Et donc, ça veut dire que la valuation périodique de M, elle est plus grande que le plus grand des deux. Mais le plus grand des deux, par définition, c'est MI. Donc ça veut dire que la valuation périodique de M est plus grande que la valuation périodique de mu. Et donc, ça veut dire que mu divise M. Et donc, comme ils sont tous les deux positifs, ça montre que M égale mu. Donc ça, c'est exactement la même démonstration qu'au-dessus. Regardez, la seule chose qui a changé, c'est que ici, j'avais des inférieurs ou égales, et là, j'ai des supérieurs ou égales. C'est juste que j'ai une divisibilité dans l'autre sens. Là, c'était l'idée que tout nombre qui divise A et B divise le PGCD, et là, c'est tout nombre qui est multiple de A et B et multiple du PPCM. Et donc, toutes les inégalités sont échangées. Alors, exemple d'application de cette propriété, déterminer le PGCD PPCM de 4312 et de 1000. Alors, cette propriété, elle est extrêmement efficace à une condition, c'est d'avoir les décompositions en produits de nombres premiers.
Et c'est pas forcément simple de les avoir. Donc, faut pas croire que ce que je vous fais aujourd'hui, ça révolutionne ce qu'on a appris avant. Si je vous donne deux nombres quelconques, ça reste quand même plus efficace pour trouver le PGCD à la main, de faire la division euclidienne, de faire l'algorithme d'Euclide, que de chercher les décompositions produites de nombres premiers et de prendre les plus petites des puissances. C'est intéressant si vous les avez déjà, ces décompositions. Alors, c'est le cas parce que 4312, on a montré que c'était 2 au cube fois 7 au carré fois 11. Et 1000, c'est facile d'avoir sa décomposition parce que 1000, c'est 10 au cube. 10, c'est 2 fois 5. Donc, ça fait 2 au cube fois 5 au cube. Donc, pour avoir le PPCM de ces deux, je vais prendre tous les nombres premiers qui apparaissent à la fois ici et là. Donc, j'ai 2, 5, 7 et 11. Et je garde la plus petite des puissances. Donc, ici, j'ai 2 au cube là aussi. Donc, ça va être 2 au cube. Ensuite, 5, ici, il apparaît puissance 3, ici, il n'apparaît pas. Donc, ça veut dire que là, il est puissance 0. Le plus petit, c'est donc 0. 7, il apparaît ici, il n'apparaît pas là. Donc, je vais garder la plus petite, c'est-à-dire puissance 0. Et 11, il apparaît ici, mais pas là. Donc, aussi puissance 0. Donc, finalement, il va rester que 2 au cube, puisque toutes les autres vont être puissance 0. Et donc, PGCD est égal à 2 au cube fois tous les autres puissance 0, c'est-à-dire 8. Et pour le PPCM, au contraire, je garde les plus grandes puissances. Donc, pour le 2, ça ne changera rien, puisque dans les deux cas, c'est 3. Donc, la puissance maximum, c'est 3. Ensuite, 5, c'est ici qu'il est maximum, puisqu'il est puissance 3. Et 7 et 11, c'est ici qu'ils sont maximum, 2 et 1. Donc, ça va me donner 2 au cube fois 5 au cube fois 7 au carré fois 11 puissance 1, ce qui est égal à 539 000. Donc, voilà PGCD et PPCM de ces deux nombres. Est-ce que vous avez des questions ? Ok. Alors, on corrige les exercices. Ouais, on corrige les exercices. Alors, on n'a pas encore, la partie courte pour aujourd'hui est finie, mais on n'a pas encore fini le chapitre 5, il nous reste encore un morceau à voir. Chahine, tu demandes la parole, ou c'est une erreur? Chahine, j'ai une demande de parole. Donc, tu demandes la parole, je te la donne. Vas-y, tu peux parler. Ah, attends, je ne sais pas si tu peux parler en fait. Comment on donne la parole sur ce truc? Vas-y, essaye là, Chahine. Vous m'entendez là? Ouais, je Ah, t'entends. ok, parfait. Alors, c'est juste qu'en fait, la partie cours, du coup, on l'a fini. Mais ce qui se passe, c'est que vu qu'on attaque la partie exercice, et que de ce que j'ai compris, on allait finir à 16h, ça risque de mordre sur notre cours de physique qui, nous, commence à 15h30. Ouais, mais on aura fini à 15h30. Ok, d'accord. Parce Ok. que là, c'est allé plus vite que ce que je pensais. On a déjà fait plus de la moitié de ce que j'avais prévu. Donc, on aura fini même avant 15h30, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Parfait. Pas de problème. D'autres questions? Non. Alors, je recoupe le micro. Hop. Voilà. Ok, donc on continue les exercices. Alors, exercice 89, il s'agissait de savoir de montrer que la somme de trois nombres impairs consécutifs ne pouvait pas être un nombre premier. Donc pour ça, on considère trois entiers impairs consécutifs. Je vais les appeler A plus 2, A plus 4. Donc, comme c'est des nombres impairs consécutifs, ils sont distants de 2.
J'appelle le premier A, donc le suivant c'est A plus 2, et le troisième c'est A plus 4. Donc quand je vais faire la somme de ces trois nombres, ça va me faire A plus 2 plus A plus 4. Ça va donc faire 3A plus 6. Mais 3A plus 6, je peux l'écrire 3 facteurs de A plus 1. Donc toujours pensez, quand on vous demande de montrer qu'un nombre n'est pas premier, on essaye de le factoriser. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit plus 6, ou c'est plus 2. 3 facteurs de A plus 2. Donc toujours essayer de le factoriser. Ici, on voit que ça se factorise par 3. Alors attention, ça ne prouve pas a priori qu'il n'est pas premier. Il faut encore montrer que il n'y a pas un des deux facteurs qui vaut 1. Parce qu'un nombre premier, ça peut toujours s'écrire P fois 1. Et donc ici, j'ai 3, donc lui, il ne peut pas être égal à 1. Est-ce que ce nombre-là peut être égal à 1? Évidemment non, puisque A, c'est un nombre naturel impair, donc il vaut au moins 1. Donc A plus 2 vaut au moins 3. Donc ça vaut 3, et ça vaut au moins 3. Donc S ne peut pas être un nombre premier, puisqu'il est divisible par 3 et qu'il est strictement plus grand que 3. Donc il n'est pas premier. Alors ensuite, exercice 92, c'est un exercice où on cherchait est-ce qu'une fonction affine, une fonction de la forme ax plus b, peut avoir des images sur les nombres entiers qui soient tous des nombres premiers. Donc est-ce qu'il existe des entiers a et b, tels que an plus b, ce soit un nombre premier, quelle que soit la valeur de l'entier n. Alors, supposons qu'une fonction f vérifie cette propriété, donc on est f qui a x associe à x plus b, tel que pour tout entier naturel, f de n soit premier. Alors, première question, on nous dit qu'est-ce qu'on peut dire de b? Bon, ben, là, il suffit de regarder f de 0. 0, c'est un entier naturel, donc f de 0 doit être premier, mais f de 0, ça vaut b, donc ça veut dire que b est premier. Ah oui, c'est le 89, on va vous corriger. C'est le 89, pardon. Ah, c'est une question sur l'exercice d'avant? Oui, Sophie, pour l'exercice d'avant, 89. Quelle est la question? Ah, je me suis trompé, c'était 2 entiers? Ah, parce que j'ai pas mon livre avec moi, là. J'ai lu 3, j'ai lu trop vite. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, excusez-moi, là, j'avais lu 3. Alors, est-ce que la somme de deux nombres entiers impairs consécutifs, bon, ouais, c'est exactement la même chose, en fait. Hein. Il suffit de dire que dans ce cas-là, S, bah, du coup, ça va être A plus 2. Et donc, ça va faire 2A plus 2. Donc, ça va faire 2 facteurs de A plus 1. Et vous avez la même conclusion, puisque A plus 1 est strictement plus grand que 1. C'est encore plus simple. Oui. D'accord, merci. Bah, désolé, j'ai mal lu l'énoncé. On peut aussi écrire 2n plus 1 et 2n plus 3, oui. Et ça marche très bien comme ça. Mais en fait, on s'aperçoit que le fait que les nombres soient impairs ne sert à rien, en fait. Parce que si vous regardez là-dedans, j'ai utilisé nulle part que A était impair, et là non plus. En fait, on aurait pu juste dire, est-ce que la somme de deux nombres qui ont un écart de 2, peu importe qu'ils soient pair ou impair, est-ce que ça peut être un nombre premier? C'est faux. Voilà, en fait, ils ont mis impair parce que pour pair, c'est évident, parce que la somme sera paire, et donc elle sera divisible par 2. Mais en fait, s'ils sont impairs, la somme sera aussi paire, et donc divisible par 2. Donc j'ai fait pour 3, bon, pour 2, c'est pareil. Pardon. Alors, on revient sur le 92, pour tout entier. Donc, on en était à f de 0, pardon, qui vaut b, qui est premier. Alors ensuite, on cherchait quelles pouvaient être les valeurs de a, et pour ça, on nous disait de regarder f de b. Donc b, c'est un nombre entier, donc je peux très bien calculer f de b, et je sais que f de b va être premier. Mais quand je calcule f de b, par définition, ça vaut a fois b plus b, donc ça fait a plus 1 fois b, et ça doit être un nombre premier. Mais comme b lui-même est premier, donc il est strictement supérieur à 1, ça impose que l'autre facteur, a plus 1 ici, soit un nombre, soit égal à 1. Si vous voulez que ce produit soit premier, sachant que b est premier, ben forcément a plus 1 égale 1. Donc ça impose que a égale 0. Conclusion, ça nous dit que les seules fonctions possibles, c'est les fonctions constantes, et constante égale à un nombre premier. C'est-à-dire qu'il faut prendre a égale 0, il faut prendre b premier.
Bon, ben, réciproquement, c'est évident que les fonctions comme ça marchent, hein, puisque si vous prenez une fonction f qui a x associé à un nombre premier b, toutes les images seront des nombres premiers. Donc finalement, les seules solutions, ce sont les fonctions constantes égales à des nombres premiers. Alors, ce qui est un peu plus compliqué à prouver, mais qu'on peut prouver, c'est que, en fait, c'est vrai pour n'importe quel polynôme. C'est-à-dire, si vous prenez un polynôme de degré 2, par exemple, ax carré plus bx plus c, eh bien, si toutes les images des entiers par ce polynôme sont des nombres premiers, forcément il est constant. Et ainsi de suite. C'est vrai pour les polynômes de degré 3, 4, 5, etc. Des questions sur celui-là? Alors ensuite, il y avait un exercice très classique. On s'intéressait à l'équation x carré moins y carré égale un nombre premier. Donc, on va chercher quelles sont les solutions de cette équation. Donc, je suppose que x et y sont deux entiers naturels solutions de ça. X carré moins y carré égale p. Alors, tout de suite, le réflexe à avoir, quand vous voyez x carré moins y carré égale un nombre premier, c'est de se dire, là, je vais pouvoir factoriser ça. Donc, de dire x carré moins y carré, je l'écris x moins p fois x plus p. X moins y, pardon, fois x plus y. Et donc, comme p est premier, ben, ça impose qu'il y a un de ces deux nombres qui est égal à 1 et l'autre qui est égal à p, puisque ça, c'est deux entiers. Un nombre premier est produit de deux entiers si et seulement si l'un vaut 1 et l'autre vaut p. Alors, de plus, je sais que y est positif. Donc, comme y est positif, x moins y, c'est plus petit que x plus y. Donc, le seul qui peut être égal à 1, c'est lui. Et donc, l'autre doit être égal à p. Donc, j'en déduis que x moins y égale 1 et x plus y égale p. Du coup, ça me permet de trouver x. X, je peux l'écrire sous la forme x plus x moins y divisé par 2. Si je fais x plus x moins y, vous voyez que les y s'en vont. Et il vous reste x plus x, donc 2x. En divisant par 2, ça me fait x. Et donc, en remplaçant par ce que je viens de dire, x plus y c'est p, x moins y c'est 1. Donc ça fait p plus 1 sur 2. Et pour y, au lieu de faire la somme, on fait la différence. X plus y moins x moins y sur 2. Et ça nous donne donc p moins 1 sur 2. Donc, conclusion, si l'équation a des solutions, alors ces solutions, ça ne peut être que p plus 1 sur 2 et p moins 1 sur 2. Mais attention, il faut faire la réciproque. Et vous allez voir que la réciproque va nous dire que ce n'est pas toujours des solutions, ça. Pourquoi? Parce que réciproquement, si je considère p plus 1 sur 2 et p moins 1 sur 2, alors, si jamais p égale à 2, p égale à 2, c'est un nombre premier, quand je fais p plus 1 sur 2, je vais obtenir 3,5. Mais 3,5 n'est pas un entier. Or, nous, on cherchait des solutions qui sont des nombres entiers. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution, puisqu'on a dit que la seule solution